Bon, donc je reprends. Donc la dernière fois, on avait, on a fait le cours. Il y a un cours qui concerne la programmation réseau. Donc on a une idée déjà comment utiliser les sockets pour créer des applications client-serveur. Et après, on avait fait une partie concernant le cours l'architecture J2E. Et en principe, nous avons dit que d'une manière générale, c'est que dans une application web, généralement, il y a deux parties. Il y a ce qu'on appelle la partie back-end, c'est-à-dire la partie côté serveur, et la partie front-end, c'est-à-dire la partie côté client. Alors forcément, pour développer la partie back-end, c'est-à-dire les traitements côté serveur, généralement, on a recours à des technologies qui sont connues comme PHP, Java J2E, .NET, Node.js. Pour bien sûr la partie front-end, c'est-à-dire tout ce qui est les IHM, les interfaces web, vous avez recours généralement à des langages classiques comme HTML, CSS, JavaScript. Et d'une manière générale, pour développer des applications d'entreprise, vous aurez besoin de vous baser sur des frameworks. C'est-à-dire, pour développer la partie back-end, on va utiliser des frameworks. Et pour également développer la partie front-end, on va utiliser des frameworks. Alors, bien sûr, nous, on va s'intéresser à l'architecture J2E. Alors, pour les gens qui travaillent avec PHP, des frameworks comme, généralement, que vous utilisez comme Symfony, comme Zend Framework, comme Laravel, Coordinator. Donc, il y a beaucoup de frameworks qui sont utilisés à ce niveau-là. Dans J2E, vous allez voir, il y a toute une panoplie de frameworks également. Spring, Struts, GSF, Hibernate, etc. .NET, la même chose, le framework .NET, il encapsule un tas de briques qui sont nécessaires pour développer des applications d'entreprise. Node.js également, des frameworks Express, etc. Alors, en fait, dans la pratique, pourquoi je vous dis ça? Parce que dans la pratique, les entreprises vont vous demander généralement d'utiliser des frameworks. C'est pourquoi? Parce que c'est pour utiliser l'expérience des autres. Alors le seul moyen qui va permettre aux entreprises de créer des applications dans des délais qui sont corrects, mais avec des performances, avec des critères de sécurité et plein de critères qui sont corrects, généralement, on va vous demander d'utiliser des frameworks. Alors même côté front-end, par exemple CSS, vous utilisez un framework CSS comme par exemple Bootstrap. JavaScript, vous allez utiliser des frameworks comme Angular, comme Backbone.js, comme React.js, comme jQuery, c'est une bibliothèque JavaScript, etc. Alors, mais d'une manière générale, quand vous êtes dans un cursus académique, quand vous êtes en train d'étudier une technologie d'une manière générale, ce n'est pas une bonne chose de commencer à développer vos applications en utilisant des frameworks. Parce que si vous commencez à développer des applications en utilisant les frameworks alors que vous ne maîtrisez pas la technologie elle-même, alors à un moment donné, vous aurez vraiment du mal c'est-à-dire à suivre votre cursus normalement. Alors c'est la raison pour laquelle, dans le cas de l'architecture J2E, nous allons faire notre cours en deux parties. Dans la première partie, on va voir comment développer les applications web J2E sans utiliser aucun framework. Alors ça va nous permettre de maîtriser en quelque sorte l'architecture web J2E, l'architecture J2E d'une manière générale. Et dans une deuxième étape, tout simplement, on va voir comment comment utiliser les frameworks pour développer les applications pour les entreprises. Et vous allez voir que par la suite, vous allez voir qu'on va gagner plus de temps, on va créer des choses, c'est-à-dire des applications plus efficaces, ainsi de suite. Mais en tout cas, ce qui nous intéresse dans un premier temps, alors la dernière fois, normalement pour faire la partie J2E, il faut d'abord rappeler le protocole HTTP. C'est ce que nous avons fait la dernière fois, vous vous rappelez, n'est-ce pas? Alors on a passé beaucoup de temps à expliquer donc, le fonctionnement du protocole HTTP, donc ça c'est un acquis. Alors maintenant, si je suppose que vous connaissez ce que c'est le protocole HTTP, donc dans le cas d'une application, d'une architecture J2E, nous allons voir bien sûr quels sont les différents composants web J2E, donc Servlet, JSP, comment respecter le pattern MVC dans le développement d'une application web, c'est ce que nous allons voir. Alors, d'abord, au niveau de l'architecture. Alors, comment ça marche d'une manière générale, une application web dans le cas d'une architecture J2E? Alors, souvent, vous avez une application, bien sûr, on va dire client-serveur. Alors,
Dans notre cas, nous allons utiliser d'abord un serveur web. En fait, c'est ce que nous appelons également un conteneur web. Parce qu'en même temps, il va jouer le rôle de serveur web, HTTP, parce qu'il faut bien qu'un serveur qui permet au client HTTP qui permet de communiquer avec les clients HTTP. Mais en même temps, Tomcat, en fait, c'est un conteneur web. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va gérer toute la partie applicative web de l'application. C'est ce que nous appelons également un moteur de servlet. Alors, c'est ce que nous allons voir. En tout cas, nous avons un serveur. Et après, vous avez un client HTTP qui envoie des requêtes HTTP. Alors, généralement, quand vous dites vous envoyez des requêtes HTTP, ça, on le sait bien. C'est que pour chaque requête HTTP, on établit une connexion via, bien sûr, le principe des sockets. Et après, on envoie la requête HTTP en utilisant des méthodes comme get, post, mais il y a d'autres comme put, delete, head, ainsi de suite. Alors, quand on envoie une requête HTTP, généralement, vers l'application, au niveau de l'application web, on aura besoin de développer ce qu'on appelle des servlets. En fait, une servlet, c'est une classe Java que nous allons créer. Et son rôle, c'est quoi? C'est recevoir les requêtes HTTP. Ça veut dire que dans une application web J2E, toutes les requêtes HTTP qui sont envoyées par les clients HTTP sont envoyées vers une servlet. Alors en fait, cette servlet que nous allons voir tout à l'heure, comment on l'a créée, c'est quoi son rôle? Il va jouer le rôle de ce qu'on appelle un contrôleur. En fait, le contrôleur, généralement, c'est le composant qui va se charger de recevoir toutes les requêtes HTTP. Alors, généralement, dans une servlet, nous allons voir que nous allons utiliser, en fait, à vrai dire, bon, si vous voulez, une requête HTTP peut être envoyée avec des méthodes comme get et post. Après, par la suite, les requêtes sont envoyées vers Tomcat. Et après, c'est Tomcat qui va faire appel à cette servlet. Et quand Tomcat fait appel à cette servlet, il va transmettre à cette servlet deux paramètres. Le premier paramètre, c'est un objet request. Et le deuxième, c'est ce qu'on appelle l'objet response. Alors en fait, l'objet request est un objet de type HTTP servlet request. C'est quoi son rôle? Son rôle, c'est de lire les données de la requête. Donc pour récupérer toutes les données qui sont envoyées dans une requête HTTP, on pourra le faire en utilisant, bien sûr, l'objet request. Nous allons voir tout à l'heure comment le faire. Ça, on le sait que dans une requête HTTP, il y a des entêtes, il y a le corps de la requête. Donc tout ce qu'il y a dans une requête HTTP, comme on l'a vu la dernière fois, donc on peut le récupérer avec l'objet request. Alors par la suite, pour envoyer une réponse HTTP vers le client, la même chose, une servlet peut s'appuyer sur un objet qui s'appelle response. Donc avec response, je peux envoyer la réponse. Déjà, dans une application web J2E, vous disposez de deux objets qui sont les plus importants. C'est l'objet request, c'est pour récupérer la requête HTTP, et response, c'est pour envoyer la réponse. Ça va? Alors maintenant, pour chaque requête généralement qui arrive vers cette servlet, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, c'est quoi une servlet? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit effectuer des traitements. Alors pour effectuer des traitements, généralement, dans une application bien structurée, votre servlet fait appel à la couche métier. En fait, la couche métier, ou ce qu'on appelle la couche service, c'est la partie qui va s'occuper des traitements. C'est-à-dire que tous les traitements d'une application, généralement, ils sont programmés dans une couche indépendante, séparée de tout le reste de l'application. Souvent, c'est ce que nous appelons la couche métier, ou parfois on l'appelle aussi la couche service. Et la couche métier elle-même, pour accéder par exemple aux bases de données, nous allons voir qu'il va faire appel à une couche qui s'appelle la couche DAO. Et c'est dans cette couche-là qu'on va accéder à la base de données pour récupérer des données, peut-être faire des traitements. Et après, par la suite, quand on fait des traitements, la couche métier va retourner des résultats. Alors des résultats, ça peut être une liste de données. Par exemple, parfois vous allez dans une application comme Google, par exemple, vous allez saisir un mot-clé, vous appuyez sur le bouton rechercher. Alors généralement, votre requête, il arrive vers servlet. Servlet, qu'est-ce qu'il fait? Il va lire le mot-clé saisi par l'utilisateur. Il va rechercher c'est-à-dire des articles ou bien donc correspondant à la requête. Donc il fait appel à la partie métier qui va se charger de faire cette recherche. Et après, à la fin, il va vous retourner un résultat.
Et ce résultat-là, ça va être une liste, par exemple, des articles qui devraient être affichés à l'utilisateur. Alors, sauf que, généralement, quand une servlette récupère les résultats de la couche métier, en principe, la servlette, il peut bien envoyer le résultat directement vers le client, c'est-à-dire il peut envoyer le résultat en format HTML. Mais nous allons voir qu'une servlette, comme c'est une classe Java, il n'est pas pratique, c'est pas pratique d'afficher des résultats avec une servlette. Alors c'est la raison pour laquelle, dans l'architecture J2E, généralement pour tout ce qui est affichage, tout ce qui est la présentation, on fait appel à un autre type de composant web qui s'appelle la page JSP. En fait, JSP, ça veut dire Java Server Pages. Alors, en fait, les composants JSP, leur rôle, c'est quoi? Tout simplement, leur rôle, c'est afficher. Afficher ou bien générer au client un flux au format généralement HTML. Alors, du moment que vous avez déjà travaillé avec PHP, si vous cherchez l'équivalent vraiment de PHP, par exemple, dans J2E, l'équivalent, c'est bien JSP. Parce qu'en fait, c'est le même principe, nous allons le voir tout à l'heure. Alors, en tout cas, mais avant de demander à la page JSP, qui va jouer ce qu'on appelle le rôle de la vue de l'application, avant de faire appel à cette page JSP, et bien, tout simplement, le contrôleur qui est cette servlette, quand il récupère ce résultat-là, il va le stocker dans un objet qui s'appelle modèle. Alors, c'est-à-dire que je récupère le résultat, je stocke le résultat dans un objet qui s'appelle le modèle. Alors, pourquoi je le stocke dans le modèle? Parce que tout simplement, ce n'est plus moi qui va afficher. Qu'est-ce qui va afficher? C'est la page JSP. Alors, le modèle, c'est un objet dans lequel on va stocker des données qui seront par la suite affichées au niveau de la vue, c'est-à-dire côté client. Une fois que ces résultats sont stockés dans le modèle, alors qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, au niveau du contrôleur, on fait appel à la vue JSP. Et la page JSP, qu'est-ce qu'il va faire? Tout simplement, on va lui transmettre bien sûr ce modèle-là. Et du coup, donc, la vue, il va récupérer les résultats à partir du modèle. Et après, une fois qu'il va récupérer les résultats, il va générer un flux HTML, il va générer un rendu HTML. Et après, bien sûr, via l'objet response, c'est-à-dire ce résultat-là, il va être envoyé vers le client. Alors, globalement, ça, c'est l'organisation. Alors, ça, c'est stocker les résultats dans le modèle. Voilà, on est là. Donc là, la partie HTML. Alors, quand vous développez, quand vous respectez cette organisation-là, vous êtes en train de respecter un modèle de conception qui est connu, un design pattern qui parle le nom MVC. MVC. Alors M, ça veut dire modèle. V, ça veut dire view. Et C, ça veut dire controller. Alors, comment ça se passe? C'est que généralement, vous avez une vue qui s'affiche. Et dans la vue, l'utilisateur, il peut saisir des données. Et quand on va saisir des données dans la vue, quand vous cliquez sur un bouton, par exemple, quelconque, pour valider les données, pour valider des données si vous voulez, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, quand il y a un événement qui se produit dans la vue, on fait appel au contrôleur. C'est-à-dire que la requête, quand vous cliquez sur un bouton, généralement, vous faites toujours appel au contrôleur. Alors le contrôleur, qu'est-ce qu'il va faire? Tout simplement, son rôle, c'est quoi? C'est lire les données saisies au niveau de la vue, faire la validation de ces données, parce qu'il doit valider est-ce que les données sont bien saisies. Si toutes les données sont bien saisies, par exemple, s'ils sont validés, tout simplement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire appel à la couche métier généralement pour effectuer des traitements. Et quand les traitements se terminent, généralement, il récupère un résultat. Et ce résultat-là, il va le stocker dans un objet qu'il va préparer lui-même, qui s'appelle le modèle. Une fois qu'il va stocker le résultat dans le modèle, il va faire appel à la vue. Alors, l'opération de passage du contrôleur vers la vue, ça s'appelle un forward, c'est ce que nous allons voir. C'est-à-dire, il va faire un forward vers la vue, ou tout simplement, on l'appelle parfois une notification. Pourquoi? Parce que généralement, le contrôleur, il va notifier la vue, il va lui demander les données ont changé, parce qu'en fait, les données qui devraient être affichées viennent d'être changées au niveau du modèle.
Donc il va demander à la vue de réafficher ces données-là ou bien ces résultats. Et la vue, qu'est-ce qu'il fait? Il fait appel au modèle, il récupère les résultats et après par la suite il va les afficher. Alors ainsi de suite. Alors généralement dans une application web, vous pouvez créer plusieurs contrôleurs. C'est-à-dire vous pouvez créer plusieurs servlets et chaque servlet il s'occupe par exemple d'une partie de l'application, ça vous pouvez le faire. Alors c'est ça le pattern MVC, c'est-à-dire dans le pattern MVC on peut avoir plusieurs contrôleurs. Mais d'une manière générale, si vous voulez faire les choses d'une manière efficace, dans toute l'application on utilise un seul contrôleur. Ça veut dire une seule servlet pour toutes les parties de votre application. Alors dans ce cas-là, quand vous avez un seul contrôleur pour toute l'application, on est dans ce qu'on appelle MVC2. Parce qu'en fait, dans MVC2, on suppose que pratiquement, il y a un seul contrôleur pour toute l'application. Et après, par la suite, quand on va utiliser un seul contrôleur, c'est ce que nous appelons un contrôleur frontal, ou bien un front controller. Ça veut dire que c'est lui qui reçoit toutes les requêtes. Ça va permettre de faciliter la gestion de l'application par la suite. Mais après, nous allons voir qu'on aura besoin de créer ce qu'on appelle des sous-contrôleurs ou bien des contrôleurs secondaires qui vont s'occuper d'effectuer des traitements en fonction de chaque type de requête qui est envoyée. Alors, ça c'est l'architecture d'une manière générale, c'est-à-dire comment on va organiser les composants pour pouvoir développer une application web J2E. Alors maintenant, on va essayer donc de voir ça. D'abord, c'est quoi une servlette? Comment créer une servlette? Comment déployer une servlette? C'est quoi une JSP? Comment créer une JSP? C'est quoi la différence entre servlette et JSP? Et après, par la suite, à travers un exemple d'application, on va voir comment créer une application web dans laquelle on va utiliser servlette et JSP en respectant le pattern MVC. Bon, ça c'est bien sûr, ça c'est le... Je vais sauter parce que ça je l'ai déjà montré. Ça c'est le protocole HTTP. Voilà, alors je reviens. Alors, une servlette, si vous voulez, c'est quoi? C'est un composant web J2E qui permet d'effectuer des traitements côté serveur. C'est-à-dire, une servlette, si vous voulez, une fois que vous savez ce que c'est le protocole HTTP, on peut dire qu'une servlette, c'est une classe Java que vous créez dans votre application. On va voir qu'elle doit respecter un certain nombre de règles. C'est une classe dans laquelle on va redéfinir des méthodes comme doGet, doPost, doPut, doDelete, doHead. Alors, si un utilisateur, un client HTTP, envoie une requête avec GET, c'est la méthode doGet qui va s'exécuter. Quand on envoie une requête avec POST, c'est la méthode de POST qui va s'exécuter. Ainsi de suite. Alors, si vous envoyez une requête avec PUT, la méthode de PUT, doDelete, doHead. Alors, ça veut dire quoi finalement? Une servlette, c'est une classe Java dans laquelle on va définir des méthodes qui permettent d'effectuer des traitements suite à des requêtes HTTP. À chaque fois qu'il y a une requête HTTP qui est envoyée, ben c'est une servlette qui va recevoir cette requête-là et après, elle va effectuer des traitements. Mais dans une servlette, donc, on va retrouver donc, les méthodes de GET, de POST et les autres et qui vont s'exécuter bien sûr selon la nature de la requête elle-même. Alors, comme vous pouvez le constater, dans les méthodes de GET, de POST et les autres, donc vous avez deux paramètres. Le premier paramètre, c'est quoi? C'est l'objet request et le deuxième, c'est l'objet response. Ça veut dire que dans l'une des méthodes, dans la méthode de GET par exemple, pour effectuer un traitement, on a besoin de récupérer les données envoyées par le client. Alors pour cela, bien, tout simplement, on va utiliser l'objet request. Donc avec l'objet request, je peux récupérer les données de la requête. Ensuite, par la suite, on va effectuer des traitements et après, on peut envoyer un résultat. Alors, si vous voulez envoyer un résultat vers le client, on va utiliser l'objet response. Alors, request, response. Alors, en principe, avec une servlette, je ne suis pas obligé d'utiliser une page JSP pour donner une réponse HTTP. Avec une servlette, on peut faire tout, n'est-ce pas? Après, on va voir c'est quoi quand même les limites à ce niveau-là.
Alors, il y a une autre chose que vous savez, c'est que HTTP, c'est un protocole qui fonctionne avec une manière particulière. Pour chaque requête, il y a connexion, on envoie la requête, je reçois la réponse et après il y a une déconnexion. Déconnexion, ça veut dire que la socket qui est créée au moment de la connexion est fermée. Alors c'est la raison pour laquelle, quand vous êtes dans une application dans laquelle vous avez besoin par exemple de faire une authentification, ben, il faudrait un mécanisme qui permet au serveur d'identifier les clients. Alors qu'est-ce qui va permettre au serveur de savoir par exemple que telle requête vient de tel client qui s'est déjà authentifié auparavant. Alors ça vous le savez, donc il y a en fait le mécanisme qui s'appelle session. En fait les sessions, si vous voulez, c'est un mécanisme qui doit être utilisé et qui va permettre de stocker des données relatives au client au niveau du serveur. Alors on va voir par la suite comment on va utiliser donc les sessions. Et également, quand un serveur, si vous voulez, session, c'est-à-dire pour chaque client généralement qui est connecté, il y a création d'une session. C'est-à-dire que chaque client qui est par exemple authentifié au niveau du serveur, on va lui créer au niveau de la RAM du serveur, au niveau de la mémoire, un espace réservé pour ce client. Bon, ça c'est la session. Et après, le serveur également, il a la possibilité de demander au client d'enregistrer des données dans sa propre machine sous forme de ce qu'on appelle les cookies. Ça, on en a déjà parlé la semaine dernière quand on avait parlé du protocole HTTP. Alors ça, c'est la requête HTTP. Oui. Alors en fait, quand vous envoyez une requête HTTP, vous l'envoyez vers Tomcat. En fait, Tomcat, quand il reçoit la requête HTTP, c'est lui qui fait appel à cette servlet. Bon, servlet, c'est juste une classe qui va être instanciée par Tomcat. Mais en fait, à vrai dire, c'est Tomcat qui va préparer cet objet request et response. Donc ça veut dire qu'il va transmettre à la servlette, voilà l'objet request, voilà l'objet response, débrouille-toi. Donc en principe, c'est pour cela qu'il va lui transmettre les deux. Parce que bien sûr, une fois que nous avons une requête, il faut à un moment donné utiliser l'objet response pour envoyer une réponse. Donc ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, donc en principe, si vous voulez, la session en principe, c'est un objet qui est créé côté serveur pour chaque client qui est connecté. Et la session, il a un timeout. Un timeout, c'est généralement par défaut, ça peut être 20 minutes, ça peut être une durée quelconque. Ça veut dire que si par exemple vous êtes authentifié, un client qui s'est authentifié à un moment donné, il y a création de sa session. Et si par exemple pendant plus de 20 minutes, qui est ce timeout, si plus de 20 minutes vous n'avez envoyé aucune requête HTTP, alors qu'est-ce qu'il fait le serveur? Il va fermer cette session, c'est-à-dire il va libérer la session. Et du coup, donc c'est la raison pour laquelle parfois que quand vous allez saisir votre username, votre mot de passe dans une application, vous êtes authentifié, vous laissez votre application inactive pendant plus d'un timeout, d'une durée par exemple qui dépasse 20 minutes, et quand vous venez vous recliquer sur un lien, il va vous redemander de vous authentifier. Pourquoi? Tout simplement parce que cette session-là donc a un timeout. Donc tout ça, on va le voir. Alors si vous voulez, ce mécanisme session, cookies, donc c'est quelque chose que nous aurons besoin d'utiliser souvent dans les applications web. Alors pour comprendre ça, donc regardez ce qui se passe généralement. Alors vous avez un client HTTP qui veut communiquer avec le serveur. On sait bien que pour communiquer avec le serveur, bien sûr, pour chaque requête HTTP, le client il doit d'abord établir une connexion. Connexion, ça veut dire quoi? On a déjà expliqué la dernière fois, c'est une affaire de socket. C'est-à-dire que le client va créer une socket et le serveur il va créer une socket. Ça, c'est la connexion. Ensuite, une fois que la connexion est établie, donc le client envoie une requête HTTP pour demander une ressource. Alors, par exemple, ici, donc, j'envoie une requête avec GET pour demander la ressource qui s'appelle index.html. Donc, le client demande au serveur, je veux un fichier qui s'appelle index.html ou bien une ressource index.html. Alors, qu'est-ce qu'il
fait le serveur? Alors, généralement quand vous, par exemple, si la première requête qui est envoyée par le serveur, alors supposons que la première requête, c'est une requête d'authentification, ça veut dire quoi? Vous avez saisi votre username, votre mot de passe. Une fois que le serveur a vérifié que dans la base de données que c'est un compte qui valide, qu'est-ce qu'il fait? Il va créer une session. C'est-à-dire dans la mémoire du serveur, il va réserver en fait, un espace réservé pour ce client. Et quand il va créer une session, généralement, il va lui attribuer un numéro de session. Bon, ce numéro de session, il est choisi aléatoirement par le serveur. Et en même temps, dans la session, on va placer les informations relatives au client. Par exemple, on peut placer son username, on peut placer le rôle, est-ce que c'est un admin, est-ce que je ne sais pas quoi. Donc, généralement, pour chaque client qui est authentifié côté serveur, se voit attribuer une session. Et après, par la suite, qu'est-ce qu'il fait le serveur? Il envoie la réponse vers le client. Quand il lui envoie la réponse, il va tout simplement... il va lui envoyer dans la réponse HTTP une en-tête 7 cookies, session ID égale à 12. Alors ici, donc, ça, c'est le session ID de l'utilisateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le serveur est en train de demander au client, je te donne ton numéro de session, mais ce numéro de session, tu devrais l'enregistrer quelque part dans ta machine, sous forme de cookie. Alors, le fait qu'il y a l'en-tête 7 cookies ici, qu'est-ce qu'il va faire le client? Et bien, tout simplement, il va accéder dans des fichiers temporaires, dans des fichiers de sa machine, en principe. Il va stocker donc ce cookie. Alors, session ID égale à 12. Alors, le session ID, il est là. Donc, une fois que la page est chargée côté client, il y a une déconnexion. Ça, c'est implicitement. Déconnexion au niveau du protocole, ça veut dire tout simplement les sockets qui ont été créés au départ sont fermés. Mais ça n'a rien à voir avec la déconnexion quand vous cliquez sur un bouton se déconnecter. N'est-ce pas? Parce que déconnexion, ça veut dire que la session, elle est toujours là. C'est-à-dire, même si je reçois la réponse HTTP, la socket est fermée, ça veut dire logiquement, il n'y a aucun lien entre le client et le serveur. Mais il y a quand même un moyen qui va permettre au client, plutôt au serveur, d'identifier les clients. C'est quoi? C'est le numéro de la session. Alors, si par exemple, au bout d'un instant, le client donc, va envoyer une nouvelle requête HTTP, clique sur un autre lien par exemple pour exécuter une opération, la même chose, donc pour chaque requête, il y a une nouvelle connexion qui va être établie. C'est-à-dire, en principe, c'est une nouvelle socket. Jusque-là, pour lui, le serveur, il s'agit d'un nouveau client. Parce qu'en principe, avec la socket, je ne peux pas savoir à partir de quelle machine viennent, si vous voulez, cette requête. Pourquoi? Parce que souvent, vous êtes par exemple dans un établissement, vous utilisez des adresses IP privées, n'est-ce pas? Et après, vous utilisez un routeur ou bien un modem donc, qui utilise l'adresse IP publique. C'est-à-dire que toutes les personnes qui se connectent au sein de l'institution, bon, finalement, ils vont se connecter avec l'adresse IP publique, n'est-ce pas? Il dit que donc pour le serveur, il ne peut pas identifier la machine au niveau d'une institution à partir de laquelle la demande de connexion a été faite. Donc, mais par contre, quand il y a une nouvelle connexion du client toujours, une nouvelle requête, par exemple post-save, bon, pour enregistrer une opération, tout simplement. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On envoie, le client il va envoyer le cookie, session ID. Alors, en fait, les sessions, plutôt les cookies, une fois qu'elles sont stockées dans la machine du client, à chaque fois qu'on envoie la requête, on envoie les cookies au serveur. Dans votre machine, vous avez les cookies de Google, vous avez les cookies du domaine Yahoo, vous avez les cookies de tous les Facebook, etc. N'est-ce pas? Quand vous envoyez une requête vers Facebook, vous envoyez les cookies relatives au domaine Facebook. Il dit que donc, à chaque fois que vous envoyez une requête HTTP vers ce serveur, vous lui envoyez ce session ID. Et quand vous envoyez le session ID, tout simplement, qu'est-ce qu'il fait le serveur? Du moment qu'il a besoin de vérifier est-ce que vous êtes déjà authentifié, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher dans la liste des sessions, est-ce qu'il y a
un client dont session ID égale à 12. Alors, s'il le trouve, ça veut dire que l'utilisateur est déjà authentifié. En plus de ça, il connaît déjà qu'il s'agit de username X, il connaît déjà son rôle, donc ça veut dire qu'il peut gérer les droits d'accès, il peut voir est-ce que par exemple son rôle lui permet d'exécuter cette opération qui s'appelle save. C'est bon? Donc, et après, il y a le traitement, il y a après la même chose, donc on envoie la réponse HTTP vers le client, et après, il y a une déconnexion. Mais, à chaque fois que j'envoie la requête, j'ai toujours je suis déjà authentifié, ça veut dire le seul moyen qui va permettre maintenant au serveur de vous identifier, c'est ce session ID qui va toujours avec les requêtes HTTP, sous forme de cookie. C'est bon? Alors ça, c'est juste pour comprendre un peu ce que c'est le principe de session cookies. Bon, moi, si vous voulez, ça vient d'où ça? C'est juste l'exemple classique que je donne souvent. Ce concept de session cookies, c'est comme si vous dites vous avez un patient qui veut, par exemple, consulter un médecin. Un patient qui veut consulter un médecin, généralement, qu'est-ce que vous faites? Vous allez téléphoner au médecin, et quand vous êtes en ligne, ça c'est la connexion. Une fois que vous êtes en ligne, vous demandez au médecin une consultation, mais quand vous lui demandez une consultation, vous lui dites « je suis un nouveau patient ». Vous lui dites je suis un nouveau patient, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous créer une fiche. Ça, c'est votre session, si vous voulez. Et dans cette fiche, il va choisir un numéro qui est propre pour vous, un numéro par exemple 12, et dans lequel il va inscrire votre nom, etc., votre adresse et un tas de choses. Mais une fois qu'il a stocké, donc il a bien sûr créé cette fiche, il vous répond, il vous dit voilà, voici votre traitement. Et il vous dit votre numéro de patient est 12. Il vous donne votre numéro. Et après, il va vous dire il faut se rappeler de ce numéro-là. Parce que la prochaine fois, si tu vas m'appeler, si tu ne me donnes pas ce numéro, je ne peux pas t'identifier. Donc, en fait, le patient, lui, il a besoin d'enregistrer ce session ID quelque part. C'est-à-dire ce numéro de patient, il doit l'enregistrer dans son serveur, dans un bloc-notes, je ne sais pas quoi. En quelque sorte, pour nous, ça, c'est les cookies. Donc, le client, il va l'enregistrer quelque part. Et du coup, donc, par exemple, pendant une durée quelconque, par exemple, un mois après, 15 jours après. Alors, bien sûr, donc, vous avez une déconnexion, c'est-à-dire vous avez raccroché. Donc, la prochaine fois, quand vous allez appeler le médecin, vous allez encore téléphoner. Et après, qu'est-ce que vous lui dites? Vous lui dites, je veux une consultation, mon numéro est... Chaque fois que vous lui envoyez la requête, vous lui dites je suis le numéro 12, et du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Elle va chercher dans les fiches, rapidement, la fiche numéro 12, donc il vous connaît déjà. Et du coup, donc, il peut savoir déjà que vous avez déjà fait une consultation avant. Et il va vous prescrire de nouveaux traitements, ainsi de suite. Merci, au revoir, déconnexion, ainsi de suite. C'est bon? Alors maintenant, ça c'est le mécanisme session cookies. Sauf que, bien sûr, dans le mécanisme session cookies, comme dans le cas ici, nous avons dit que la session, il a un timeout. C'est quoi le principe de timeout? C'est par exemple, je me suis authentifié, j'ai ma session qui est créée. Si pendant plus de 20 minutes, je n'envoie aucune requête HTTP, c'est-à-dire pendant plus de 20 minutes, il n'y a aucune requête HTTP qui arrive vers le serveur qui utilise le session ID égale à 12, tout simplement pour le serveur, le client a déjà quitté, donc il va fermer sa session. Alors la même chose, les cookies, ils ont une durée de vie. Alors quand le serveur demande au client d'enregistrer des informations dans les cookies, il donne une durée de vie, par exemple 30 jours, je ne sais pas, un mois, ça peut être 60, ça peut être une année, donc en fonction des cas. Et dès que ce timeout expire, alors qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, les cookies vont être supprimés. Et du coup, donc, c'est ce qui arrive parfois que vous êtes authentifié avec votre username et votre mot de passe à un moment donné. Vous avez un cookie qui contient votre session ID ou bien ce qu'on appelle le jeton d'authentification.
Et après, à chaque fois que vous vous connectez vers le même serveur, il ne vous demande pas votre username et votre mot de passe, mais un mois après, il vous demande de ressaisir votre username et mot de passe. Pourquoi? Tout simplement parce que le cookie a expiré. Alors c'est pareil pour le cas du patient. Pour le patient médecin, si vous voulez, le médecin il va créer des fiches pour plein de clients, il va les garder, mais quand il voit par exemple la fiche numéro 12, le client n'a jamais demandé une nouvelle consultation depuis 2 années par exemple. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, tout simplement on va dire peut-être ce client-là il vient plus, et du coup donc sa fiche on va l'archiver quelque part, donc ça veut dire que ça fait partie des clients qu'on va oublier, la session va expirer. Et même au niveau des cookies, pourquoi ça expire? Parce que si par exemple vous dites mon numéro je vais l'enregistrer je n'ai pas besoin de le mettre dans le bloc-notes, c'est qu'à un moment donné, si pendant une grande durée vous ne l'utilisez pas, il va tout simplement vous finirez par l'oublier. Et quand vous l'oubliez, vous allez appeler le médecin, il va vous dire c'est quoi votre numéro? Je ne me rappelle pas. Alors, forcément, il ne va pas se balader dans des centaines de fiches, il va vous dire je vais créer une nouvelle fiche, c'est-à-dire carrément c'est une nouvelle session. C'est bon? Bien, alors maintenant, ça c'est le concept. Alors maintenant, au niveau du code, une servlette, c'est quoi? Une servlette, c'est une classe Java qu'on va créer. C'est une classe Java qui va hériter de la classe HTTP servlet. Alors, comme vous voyez ici, vous avez public class, controller servlet, extend HTTP servlet. Donc, ça, c'est la première des choses qu'il faut respecter. Et après, par la suite, vous allez redéfinir les méthodes que vous voulez en fonction des cas. Do get, vous voyez donc public void ou bien protected void do get. Alors, la méthode do get, il reçoit 2 paramètres. Le premier, c'est HTTP servlet request, qui est l'objet request, avec lequel on peut récupérer les données de la requête. Le deuxième, c'est HTTP servlet response, c'est l'objet response avec lequel on peut envoyer la réponse HTTP. Et bien sûr, dans la méthode doGet, on va effectuer des traitements si une requête HTTP est envoyée avec GET. Et on peut faire la même chose avec la méthode de POST. C'est-à-dire, si une requête HTTP est envoyée avec POST, ben c'est cette méthode de POST qui va s'exécuter. Alors, en plus des méthodes doGet, de POST, on peut ajouter encore do put, do delete, do head, do options, donc si les méthodes du protocole HTTP. Il y a encore d'autres méthodes qui rentrent dans le cycle de vie d'une servlette, c'est notamment la méthode init. En fait, la méthode init, c'est une méthode qui s'exécute au moment de l'initialisation de la servlette. Ça veut dire quoi? Quand vous créez une servlette, votre servlette, c'est qui va la créer, qui va l'instancier? C'est Tomcat. Tomcat, quand il va instancier la servlette, il fait appel à la méthode init. Donc la méthode init s'exécute une seule fois dans votre application. Donc le rôle tout simplement de la méthode init, c'est initialiser. Si vous voulez récupérer des paramètres, paramétrer l'application, donc on va voir que généralement on aura besoin d'utiliser la méthode init. Si vous voulez instancier un objet une seule fois dans votre application, on peut toujours le faire dans la méthode init. Donc on va voir tout à l'heure des exemples. Également, il y a une méthode qui s'appelle destroy, que vous pouvez définir. Oui? Elle est différente du constructeur. Il est différente du constructeur parce que le constructeur, pour instancier une servlette, c'est le constructeur qui est appelé, c'est le constructeur par défaut. Et Tomcat, quand il utilise le constructeur par défaut, automatiquement il appelle la méthode init. C'est-à-dire, si vous voulez, la méthode init, c'est la méthode qui est appelée juste après avoir appelé le constructeur. Mais si vous voulez redéfinir le constructeur, vous pouvez également faire la même chose sans passer par la méthode init, mais généralement, l'opération d'initialisation des servlettes, on le fait dans la méthode init. Donc la méthode destroy, c'est une méthode qui est appelée au moment de la destruction de la servlette. C'est-à-dire que Tomcat, quand vous arrêtez par exemple votre application, avant que Tomcat détruise cette servlette, il fait appel à la méthode destroy. Donc c'est l'inverse init. Init, c'est au moment de l'initialisation. Destroy, c'est au moment de la destruction. Alors, ça c'est la structure globale, la structure d'une servlette. Alors ce code que vous voyez là, vous n'allez pas l'inventer, c'est des copier-coller.
Pourquoi? Parce que par définition, une servlet, c'est une classe qui doit hériter de la classe HTTP servlet et qui doit respecter cette forme. Alors quand vous écrivez un doGet avec un G minuscule, ce n'est pas une redéfinition. Pourquoi il s'agit d'une redéfinition? Parce qu'en fait, la classe HTTP servlet a déjà déclare déjà, si vous voulez, contient déjà des méthodes de get, de post, de put et de delete. Bon, c'est pas abstrait, justement. Ils sont déjà redéfinis, mais ils sont vides, ils ne font rien. Et du coup, donc, si vous voulez faire quelque chose, si vous voulez exécuter un traitement, si une requête est envoyée par exemple avec post, il faut redéfinir la méthode de post. C'est bon? Mais après, vous allez voir que quand on regarde les détails, HTTP Servlet elle-même implémente une interface qui s'appelle Servlet, et c'est dans l'interface qu'il y a les méthodes qui sont abstraites. Donc, ça, c'est ce que nous allons voir. Alors maintenant, si vous voulez comprendre comment ça marche une servlet, nous aurons juste besoin de regarder comment, si vous voulez, le cycle de vie d'une servlet. Alors, quand vous démarrez le serveur, vous avez créé une application, vous déployez le projet. Dès que vous démarrez Tomcat au démarrage, si vous voulez, au démarrage de l'application, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher à lire un fichier qui s'appelle web.xml. Ça veut dire que dans un projet web J2E, on aura toujours besoin de créer un fichier web.xml. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi le rôle de web.xml? C'est ce que nous appelons le descripteur de déploiement de servlet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous créez une servlet, ça c'est une servlet, vous créez une classe. Mais pour que Tomcat sache qu'il y a une servlet dans votre projet, il faudrait la déclarer quelque part. Où est-ce qu'il faut la déclarer? Il faut la déclarer dans le fichier web.xml. C'est-à-dire que si votre servlet n'est pas déclarée dans le fichier web.xml, Tomcat ne saura jamais qu'il y a une servlet. Ça veut dire qu'il ne va jamais être pris en considération. Donc, dès que Tomcat lise, si vous voulez, le fichier web.xml, qu'est-ce qu'il fait? Il va instancier la servlet. Il va l'instancier, ça veut dire qu'il va appeler le constructeur de la servlet. Et une fois qu'il va l'instancier, automatiquement, il appelle la méthode init. Vous voyez, donc finalement, qu'est-ce qui va appeler la méthode init? C'est Tomcat. Et bien sûr, la méthode init, donc qu'est-ce qu'il va faire? Tout simplement, si vous avez écrit des codes dans la méthode init, donc il va s'exécuter au moment de l'initialisation. Une fois que la servlet est initialisée, elle est en mémoire, elle est chargée en mémoire, qu'est-ce qu'il attend? Il attend des requêtes HTTP. Alors, quand un client envoie une requête HTTP, par exemple, avec GET, bien sûr, c'est Tomcat qui reçoit toutes les requêtes HTTP, d'abord, parce que c'est lui qui joue le rôle de conteneur web. Et qu'est-ce qu'il fait Tomcat? Il fait appel à la servlet. Et qu'est-ce qu'il va appeler précisément? Il appelle une méthode qui s'appelle service. En fait, la méthode service, c'est une méthode que nous n'avons pas créée, que vous voyez, donc il n'y a pas de méthode service, mais c'est une méthode que nous avons héritée de la classe HTTP servlet. Alors cette méthode service, la même chose, il va lui transmettre les objets request et response. Qu'est-ce qu'il fait la méthode service? Il ne fait pas grand-chose. La méthode service, il va juste regarder la requête HTTP. S'il est envoyé avec get, il fait appel à la méthode de get. S'il est envoyé avec post, il fait appel à la méthode de post, ainsi de suite. Donc, quand on envoie une requête avec get, finalement, qu'est-ce qui s'exécute au niveau de notre servlet? C'est la méthode de get. Alors, la méthode de get fait les traitements et après, avec l'objet response, on peut envoyer une réponse HTTP qui va être envoyée vers le client. Alors, s'il y a une nouvelle requête HTTP, par exemple, avec post, la même chose, c'est toujours la méthode service qui est appelée. Et la méthode service, donc, il va appeler la méthode de post. On répond et on donne la réponse. Et du coup, donc, la servlet, elle est instanciée une seule fois. C'est très important. Il est instancié une seule fois. Et une fois qu'il est instancié, à chaque fois qu'il y a une requête, get, c'est du get, de post, de get, de post, c'est-à-dire son activité, c'est ça. C'est ça le rôle d'une servlet, si vous voulez. Ça veut dire qu'une servlet, une fois qu'elle est instanciée, s'il n'y a aucune requête, il ne va rien faire. Donc une servlet, elle est faite pour déclencher des traitements suite à une requête HTTP. Alors quand vous arrêtez l'application, par exemple, vous voulez arrêter l'application, alors généralement, Tomcat, il va détruire la servlet. Mais avant de détruire la servlet, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle d'abord la méthode destroy.
Donc ici, donc, si vous voulez, dans la méthode de destroy, vous pouvez à nouveau, donc si vous avez des traitements ici, ça veut dire que c'est des traitements qui vont s'exécuter juste avant la destruction de la servlette. Alors ce que vous voyez ici, c'est très important, c'est ce qu'on appelle le cycle de vie d'une servlette. Une partie du cycle de vie, parce qu'après il y a des petits détails que je n'ai pas montrés ici. C'est clair? Question? Bien. Alors maintenant, on a vu en quelque sorte la structure d'une servlette. Classe qui hérite de HTTP servlet, et on sait également que pour que Tomcat sache qu'il y a une servlette dans votre projet, il faut la déclarer dans le fichier web.xml. Ça veut dire qu'il faut déployer une servlette. Alors comment déployer une servlette? Qu'est-ce qu'il faut écrire dans le descripteur web.xml pour déployer une servlette? Alors généralement, quand vous créez un projet web, de quelque part dans votre projet, vous allez trouver souvent un dossier qui s'appelle webinf, dans lequel vous allez trouver un fichier qui s'appelle web.xml. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va écrire dans le fichier web.xml pour pouvoir déployer une servlette? Alors voilà la structure d'un exemple de fichier web.xml. Alors vous voyez ici donc, c'est un fichier qui la racine c'est webapp. Et à l'intérieur de ce fichier web.xml, si vous voulez déployer une servlette, il faut utiliser l'élément servlette. Un élément XML servlet, et entre servlet/servlet, vous allez spécifier servlet name, c'est-à-dire le nom de la servlet. C'est à vous de donner un nom, par exemple CS. Et après, vous avez servlet class. Alors, class, ça veut dire quoi? C'est la classe de votre servlet. Sans oublier le package. Pourquoi? Parce que ici, dans l'exemple que j'ai montré ici, par exemple, là, vous voyez, ma servlet, contrôleur servlet, se trouve dans le package web. Ici, donc, j'écris le nom du package web.controller servlet. Alors, le fait de déclarer servlet name, servlet class, ça veut dire que Tomcat, il sait déjà qu'il y a une servlet. Dès qu'il va démarrer, il va instancier cette servlet, il va l'instancier. Et quand il va l'instancier, il va la placer dans un tableau, dans une collection. Et après, il va lui donner un nom. Bon, la collection, généralement, c'est une collection de type map, hmap. Ça veut dire c'est une collection dans laquelle vous avez clé, valeur. Dans la clé, pour lui, c'est quoi le nom de la servlette? C'est CS. Et la valeur, c'est quoi? C'est un objet de type contrôleur servlet. Alors maintenant, Tomcat, il sait qu'il y a une servlette. Mais quelle est l'URL qu'on va utiliser pour faire appel à cette servlette? Alors en fait, une servlette n'est pas appelée par son nom, mais en utilisant ce qu'on appelle une URL. Alors c'est pour cela il faut maintenant indiquer quelles sont les différentes URL que je peux utiliser pour faire appel à cette servlette. Alors c'est pour cela on va ajouter un élément qui s'appelle servlet mapping. Alors dans servlet mapping, comme vous voyez, vous avez deux éléments. Vous avez servlet name, c'est toujours CS, et URL pattern, vous mettez ce que vous voulez, mais à condition de respecter une forme. Alors si vous mettez par exemple étoile.do, ça signifie quoi? Ça signifie toutes les URL qui se terminent par .do, vous tapez par exemple chercher .do, http localhost / chercher.do ou bien ajouter.do ou bien supprimer.do. Alors toutes les URL qui se terminent par .do, pour Tomcat, ils sont associés à CS. C'est-à-dire, il va les envoyer vers CS. Et c'est quoi CS? C'est contrôleur servlet. Vous pouvez également mettre, par exemple, /contrôleur. Ça veut dire, dans ce cas-là, pour faire appel à la servlet, il faut utiliser http localhost machin /contrôleur. N'est-ce pas? Mais il n'y a rien qui vous empêche de mettre, par exemple, étoile.php. Par exemple, si ça peut vous amuser. Quand vous mettez ici étoile.php, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les URL qui se terminent par .php, pour lui, il va les envoyer, en fait, toutes les requêtes, il va les envoyer vers contrôleur servlet. Alors, c'est ce que je suis en train de vous montrer maintenant. C'est-à-dire que pour l'utilisateur, qu'est-ce qu'il va voir sur la barre d'adresse? Il va voir que des fichiers, des trucs comme ajouter.php, chercher.php. Mais en réalité,
C'est-à-dire que l'utilisateur, il peut croire, par exemple, que vous développez l'application avec PHP, mais ce n'est pas du PHP. Donc, c'est juste pour vous dire, le fait de voir, par exemple, sur les URL.php, il ne faut pas prendre la conclusion de dire que c'est développé avec PHP. Ici, donc, je peux, par exemple, mettre ce que je veux. .php, .jsp, .aspx, pour dire que c'est live. Peu importe. C'est bon? Alors, ça, c'est le fichier web.xml, c'est ce que nous appelons le descripteur de déploiement de servlet. Mais, est-ce que web.xml, c'est la seule solution pour déployer une servlet? Non, il y a une deuxième solution qui est relativement plus simple. À partir de la version 3.0 de servlet, il est également possible de déployer une servlet en utilisant la notation web servlet. Comment? Il suffit d'écrire donc votre servlet, par exemple public class first servlet extend http servlet, et après vous ajoutez juste avant une annotation qui s'appelle web servlet. Alors entre parenthèses, vous mettez name, vous spécifiez le nom de la servlet, par exemple CS, et après URL patterns, et vous spécifiez quelles sont les différentes URL que vous pouvez utiliser pour faire appel à cette servlet. Ici par exemple, vous voyez donc /fs, virgule, c'est un tableau. /fs, virgule, étoile, point d'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour faire appel à cette servlet, soit que j'écris http le domaine /fs, ou tout simplement n'importe quoi, point d'eau. Et je peux spécifier ce que je veux. Alors, le fait d'écrire, donc, d'utiliser donc cette annotation comme ça, pratiquement, dans ce cas-là, vous n'aurez plus besoin du fichier web.xml. C'est-à-dire que rien que cette annotation-là, ça remplace le code que vous avez là. Servlet, mapping, /servlet mapping. Donc, il existe deux moyens pour déployer une servlet. Soit utiliser web.xml, soit utiliser l'annotation. Alors, bien sûr, vous allez voir que parfois, on a besoin obligatoirement d'utiliser web.xml parce que dans le fichier web.xml, on peut faire beaucoup d'autres choses que déployer des servlets. Donc ça, on aura l'occasion de voir ça. C'est clair? Alors d'abord, je vais vous montrer un exemple d'une simple servlet. Voilà, ici par exemple, une servlet que je vais appeler contrôleur servlet, extend http servlet, dans laquelle je vais redéfinir la méthode de get. Alors pour faire appel à cette servlet, donc j'ai utilisé donc web servlet. Donc j'ai étoile.do. Ça veut dire que logiquement, pour faire appel à cette servlet, je vais taper http localhost 8080 parce que je suppose que Tomcat utilise le port 8080 /tp parce que je sais comment le projet s'appelle TP. Et après, j'écris /contrôleur.do. Normalement, je peux écrire n'importe quoi .do. Ça marche. Et je vais quand même envoyer un paramètre. Et pour envoyer un paramètre directement sur l'URL, si vous voulez, vous utilisez point d'interrogation, non égale met. C'est-à-dire que j'appelle cette servlet et je lui envoie le paramètre non. Et après cette servlet, il va me répondre tout simplement avec une page HTML dans laquelle j'ai votre nom et met. Alors comment faire ça? Eh bien, tout simplement dans la méthode de get, du moment que la requête est envoyée avec get, ça il faut le dire, puisque quand vous tapez l'adresse sur un navigateur, vous envoyez une requête avec quelle méthode? Get. N'est-ce pas? Ben, du coup, donc finalement, c'est la méthode de get qui va s'exécuter. Quand vous êtes dans une application web J2E, la première requête qui est toujours envoyée par un client, c'est une requête avec get. C'est normal parce que l'utilisateur il va saisir l'adresse de la page souvent ou bien de l'application. Alors dans la méthode de get, qu'est-ce qu'on va faire? On va lire. Alors pour lire par exemple les données de la requête, j'ai besoin de récupérer par exemple la valeur du paramètre non. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser l'objet request. Il y a une méthode qui s'appelle getParameter. Donc request.getParameter non, ça veut dire que je vais récupérer dans la requête HTTP, je vais chercher dans les paramètres de la requête, est-ce qu'il y a un paramètre qui s'appelle non. Alors si ce paramètre existe, donc je vais récupérer cette valeur et je vais la stocker dans la variable non. Donc je suis en train de récupérer les données du paramètre. Bon, quand vous travaillez avec PHP pour récupérer un paramètre envoyé avec get, vous utilisez $_get, n'est-ce pas? Et pour envoyer
pour récupérer un paramètre envoyé avec post, vous utilisez $_post. Avec une servlette, vous utilisez toujours request.getParameter, le nom du paramètre, que ce soit avec get ou bien avec post. C'est-à-dire, le paramètre peut se trouver dans la première ligne de la requête HTTP, c'est-à-dire au niveau de l'URL, comme il peut se trouver dans le corps de la requête. Et après, par la suite, je vais envoyer la réponse HTTP. Mais pour envoyer la réponse HTTP, ben, je vais envoyer une page HTML. C'est pour cela, je peux utiliser l'objet response. Alors, dans une réponse HTTP, souvent, il y a une en-tête qui est envoyée dans la réponse qui s'appelle content type. Si vous vous rappelez, j'en ai parlé. Alors, en fait, content type, il contient le type de contenu que vous voulez envoyer vers le client. Alors, on va dire maintenant au client que le contenu que je vais t'envoyer dans le corps de la réponse, c'est des codes HTML. Mais comment je peux lui dire ça? Ben, vous utilisez response.setContentType text/HTML. Alors d'ailleurs, par défaut, c'est du HTML. Et après, par la suite, maintenant, je vais commencer à envoyer le corps de la requête, de la réponse. Alors, dans le corps de la réponse, il y aura des codes HTML. Alors, si vous voulez envoyer des données texte dans le corps de la réponse, ben, on aura besoin de passer par un objet qui s'appelle printWriter. En fait, cet objet-là, printWriter, vous vous rappelez, on l'a déjà utilisé dans les sockets, n'est-ce pas? C'est pour envoyer du texte, printWriter. Mais sauf que cette fois-ci, pour le créer, on va le créer à partir de l'objet response. Donc, response.getWriter. Et après, par la suite, à chaque fois, vous utilisez donc cet objet, on va l'appeler out. Vous écrivez out.println, la balise HTML, out.println head/head body, votre nom est de point plus nom, c'est-à-dire je vais afficher la valeur de la variable nom, /body/HTML. Alors, quand j'appelle ça, finalement, qu'est-ce que je reçois? Je reçois ça. Bon, c'est une page HTML qui contient votre nom et med avec le style qu'on voit ici, le style H3, n'est-ce pas? Mais déjà, ça c'est un exemple d'une simple servlette, on va dire servlette de type Hello World, hein, pour dire que vous savez déjà créer une servlette et vous savez la déployer, vous la testez, vous dites hop, ok, ça marche, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que vous remarquez? Vous pouvez déjà remarquer que ce n'est pas pratique si vous voulez afficher le contenu dynamique d'une application du code HTML. Avec une servlette, ce n'est pas pratique. Parce que vous voyez donc out.println, ça c'est vraiment, c'est lourd, n'est-ce pas? Quand vous avez une page web avec beaucoup de liens, beaucoup d'images, beaucoup de choses, là si vous voulez faire tout ça comme ça, c'est pas bien. Alors c'est quoi la solution? Alors la solution, c'est d'utiliser des pages JSP. Avant de vous donner en quelque sorte une idée sur les détails de JSP, je vais d'abord vous montrer quel est l'équivalent, si vous voulez, la servlette qu'on peut faire là. On peut la faire d'une autre manière en utilisant une page JSP. Comment? Alors regardez bien. Au lieu d'écrire toute cette classe-là avec ce que je viens de vous montrer, en fait, une page JSP, généralement, c'est un fichier qui porte l'extension .jsp. Qu'est-ce qu'on va mettre dans JSP? Donc vous allez voir, il y aura du code Java, il y aura du code HTML. Alors, le code Java, il est compris entre les balises inférieures, pourcentage supérieur. Alors, tout ce qui se trouve entre ces balises, c'est du code Java. Ça veut dire qu'il va s'exécuter côté serveur. C'est le serveur qui va l'exécuter. Mais tout ce qui est en dehors de ces balises, ben, c'est du code HTML qui va être envoyé dans le corps de la réponse. Alors, dans notre cas ici, quand j'appelle la page JSP, cette fois-ci pour faire appel à une page JSP, donc je vais l'appeler avec son nom directement, test.jsp, point d'interrogation, nom égale valeur. Alors pour cela, dans la page JSP, si vous voulez récupérer les données envoyées dans la requête, ben, tout simplement, directement, on va déclarer une variable nom égale request. Donc vous voyez donc l'objet request, je n'ai pas besoin de le déclarer, c'est un objet intrinsèque. Donc dans une page JSP, je peux directement utiliser dans le code Java, je peux utiliser l'objet request, je peux utiliser l'objet response, et après on va voir, on peut utiliser d'autres objets comme session, comme l'objet out, etc. C'est des objets intrinsèques si vous voulez. Donc je récupère donc le nom, et après je commence à afficher HTML, head, body, etc. Et après ici donc je vais écrire avec le style H3 votre nom est
Et après, j'ai besoin d'afficher la valeur de la variable non. Mais pour l'afficher, donc j'ai deux moyens de faire. Soit que j'écris inférieur pourcentage out.println. L'objet out, la même chose, c'est un objet intrinsèque, entre parenthèses non. C'est-à-dire, je peux écrire ça, out.println directement non. Ou tout simplement, on utilise ce qu'on appelle les expressions inférieur pourcentage égal. Alors, quand vous voyez ici égal, ça veut dire tout simplement je veux afficher la valeur de la variable non. Si vous voulez, pour PHP, vous utilisez echo, hein, echo un truc. Echo, ça veut dire vous affichez, n'est-ce pas? Alors, dans JSP, regardez, donc ce que vous voyez là, c'est tout simplement, c'est exactement la même chose que vous voyez là. Donc, avec JSP, on n'a pas besoin donc de définir de get, de post et tout ça, donc on n'a pas besoin. Et on n'a pas besoin de déployer la servlette. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de la déclarer dans le fichier web.xml, etc. N'est-ce pas? Bon. Alors, c'est quoi la différence entre servlette et JSP? Alors, au niveau de la forme, regardez, au niveau forme, une servlette, c'est une classe Java, à l'intérieur de laquelle je peux générer des codes HTML. Une page JSP, c'est l'inverse. C'est une sorte de page HTML à l'intérieur de laquelle je peux écrire des codes Java. Donc, pour effectuer des traitements, une servlette est plus pratique. Mais pour faire l'affichage, une page JSP, c'est plus pratique. N'est-ce pas? Mais ce qu'il faut savoir, quand vous créez la page JSP, test.jsp, quand vous l'appelez la première fois, quand vous appelez une page JSP, qu'est-ce qu'il fait Tomcat? Automatiquement, cette JSP, il va la convertir en servlette. C'est-à-dire, vous créez une page JSP, mais finalement, Tomcat, lui, il ne connaît pas JSP. Dès que vous l'appelez une JSP, qu'est-ce qu'il fait? Il prend d'abord JSP, il va le convertir en servlette. Et qu'est-ce qu'il vous répond finalement? Ce qu'il vous répond, c'est la servlette générée à partir de cette page JSP. Bon, ça veut dire tout simplement, JSP servlette, c'est la même chose. Tout ce que vous pouvez faire avec servlette, vous pouvez le faire avec JSP, et vice-versa. N'est-ce pas? Et c'est quoi JSP? C'est servlette. C'est-à-dire que dans J2E, quels sont les composants de base? C'est servlette. Alors JSP, c'est juste une autre manière d'écrire les servlettes au niveau de la forme. Alors maintenant, dans la pratique, qu'est-ce qu'on va utiliser JSP, ce qu'on va utiliser servlette? Il y en a ceux qui voient que par exemple JSP c'est plus simple, souvent ils ne veulent pas compliquer un peu leur application. Parfois ils utilisent JSP, mais après à un moment donné ils voient que finalement ils ne peuvent pas aller très loin. Hein? Il y en a d'autres qui préfèrent souvent écrire beaucoup de code Java, etc. Donc ils vont dire moi je vais travailler qu'avec servlette. C'est également à un moment donné ils vont peiner. Mais la réalité c'est que dans une application on va utiliser les deux. Quand on respecte MVC, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure, donc on va utiliser servlette pour jouer le rôle de contrôleur et JSP c'est pour les vues. Ça veut dire quoi? Si je reviens un petit peu en arrière, ce que nous avons dit tout à l'heure, alors dans une application au final, dans une application, donc, au final, donc, les requêtes HTTP sont reçues par une servlette, c'est-à-dire la servlette va jouer le rôle de contrôleur. Il fait les traitements, mais pour faire les traitements, c'est elle qui va faire appel à la couche métier. On récupère des résultats, il va stocker les résultats dans un objet qui s'appelle le modèle, et par la suite, il fait appel à la vue. Et la vue, c'est quoi? C'est finalement, c'est une page JSP. Pour le moment, on va utiliser JSP, mais nous allons voir. Quand on va utiliser des frameworks, on va faire appel à ce qu'on appelle des moteurs de template qui vont encore faciliter un peu plus le travail de génération des vues. Et la vue, qu'est-ce qu'il fait? La vue ne fait pas des traitements, mais il récupère des résultats qui sont déjà stockés dans le modèle et après, il génère un rendu au format HTML. Voilà.
Ça, c'est la structure d'une servlette, donc quelques éléments de servlette. Alors, juste avant de passer à un exemple d'application, parce qu'il faut, avant de rentrer dans des petits détails, comment cette opération, généralement, quand l'opération de passage d'une servlette vers une page JSP, comment on l'a fait? Alors, ici, donc, vous avez un client qui envoie une requête HTTP vers le contrôleur, vers une servlette. La servlette va faire un traitement, il prépare des résultats. Mais une fois qu'il termine, il va faire appel à une vue JSP. Alors pour cela, cette opération de passage de contrôleur vers vue, ça s'appelle forward. Ça veut dire quoi forward? Ça veut dire que, eh bien, tout simplement, le client envoie une requête et cette même requête, il va être envoyée vers la page JSP. Ça veut dire que la servlette, finalement, il va transmettre à la page JSP les mêmes objets, request et response. Alors pour faire le forward, voilà ce qu'on fait. Dans la servlette, on écrit l'objet request avec la méthode getRequestDispatcher. On spécifie le nom de la vue, par exemple exemple.jsp, et après on appelle une méthode qui s'appelle forward. Alors forward, et après on va spécifier. Quand vous dites forward, ça veut dire quoi? Vous êtes dans une servlette et vous allez passer vers une JSP. Mais il ne faut pas oublier qu'une JSP elle-même, c'est une servlette. Mais quand vous appelez une servlette, vous lui transmettez les mêmes objets request et response. Donc ça veut dire que la page JSP, dans votre page JSP, vous pouvez utiliser toujours l'objet request si vous voulez l'utiliser. Généralement, vous n'aurez pas besoin, mais souvent, on va l'utiliser pour récupérer le modèle. Et également, vous pouvez utiliser l'objet response. Bon, cette opération s'appelle forward. Alors, donc, le principe de forward, c'est comme si vous appelez quelqu'un par téléphone. Hein, vous voyez, donc, vous appelez quelqu'un par téléphone, vous lui demandez un service, et lui, il ne peut pas vous rendre ce service. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il va vous dire, attendez, il va demander à quelqu'un, votre requête, il va la demander à quelqu'un d'autre, que vous ne connaissez pas, n'est-ce pas? Forward, ça c'est manuel si vous voulez. Alors ici donc votre requête, il va la demander à quelqu'un d'autre qui va lui donner la réponse et après il va vous fournir la réponse. Donc ça c'est forward. Donc ça veut dire que quand vous appelez ici index.do, n'est-ce pas? Index.do, qu'est-ce que vous appelez finalement? Vous appelez la servlette. Mais qu'est-ce qui vous répond? La servlette. Mais en réalité, ce qui est retourné par cette servlette-là, qu'est-ce qu'il a envoyé? C'est la page JSP. Bon, ça, c'est le forward. Alors, il y a également un autre moyen de passer d'une servlette vers une JSP en utilisant ce qu'on appelle la redirection. Alors, pour faire la redirection, ce qui est complètement différent, je vais vous montrer ici. Vous avez une redirection, c'est différent. C'est que le client envoie une requête vers le contrôleur et le contrôleur, on a déjà vu ça dans le protocole HTTP, il envoie une réponse HTTP vers le client. Alors, dans cette réponse HTTP, si vous vous rappelez, donc, nous utilisons le status code 301. Alors, le code status 301, ça veut dire une redirection. Et dans la réponse, il envoie une entête qui s'appelle location. Et dans location, qu'est-ce qu'il met? Il met vue.jsp. Ça veut dire quoi? C'est que le client, il demande le contrôleur et le contrôleur lui demande, envoie une autre requête vers la page JSP. Et qu'est-ce qu'il fait le navigateur? Automatiquement, dès qu'il reçoit cette réponse, il envoie une autre requête vers la page JSP et qu'est-ce qu'il récupère? Il récupère la réponse. Alors c'est complètement différent. Pourquoi? Parce que ici, vous avez une seule requête, je récupère la réponse. Côté serveur, il y a un forward. Mais à ce niveau-là, vous avez deux requêtes. Et généralement, l'utilisateur, parfois, il ne fait pas attention. D'ailleurs, regardez, vous tapez controller.do et vous recevez la réponse, mais dans la réponse, qu'est-ce que vous voyez? Exemple 1.jsp. On voit clairement ici, il s'agit d'une redirection. Alors que tout à l'heure, ce n'est pas le cas. Vous tapez index.do, vous restez toujours sur index.do. Ça, c'est un forward. N'est-ce pas? Alors pour la redirection, comme je disais tout à l'heure, c'est comme si vous appelez quelqu'un, cette fois-ci, vous appelez une personne, vous lui dites un service, et il vous dit, je ne peux pas vous répondre, mais je vais vous donner le numéro de téléphone d'une autre personne que vous allez appeler. Donc vous voyez, donc, il vous donne le numéro de téléphone, et après vous appelez une autre personne qui va vous donner ce service. Donc ça
Voici la différence entre forward et redirection. Alors, il faut faire attention parce que parfois, il y en a ceux qui utilisent des redirections alors que finalement, on n'a pas besoin. Généralement, les redirections, on les utilise dans des cas particuliers, mais le passage, par exemple, d'un contrôleur vers une vue, souvent, c'est plutôt, ça se fait vers un forward, n'est-ce pas? Avec PHP, quand vous utilisez header, plutôt vous utilisez header location de point machin, c'est que vous êtes en train de faire une redirection. C'est une redirection. Alors que quand vous utilisez require once, par exemple, un autre fichier, ça veut dire que c'est un forward en quelque sorte. C'est que vous allez inclure un fichier dans un autre, c'est un peu ça. C'est bon? Donc on a terminé la première partie du concept. Maintenant on va passer tout à l'heure après la pause parce que je sais comme c'est à regarder à gauche à droite. Après la pause, donc on va travailler sur un exemple d'application très simple, mais à travers lequel on va découvrir comment créer une servlette, comment déployer, comment créer JSP, comment utiliser les deux, comment créer une simple application qui respecte MVC.